Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Lorsque l'on souhaite créer un jeu sérieux, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Déjà, certains jeux du commerce peuvent tout à fait répondre à certains objectifs pédagogiques sans avoir à les modifier. Ensuite, on peut détourner un jeu existant. Enfin, il est possible d'en concevoir un sur mesure. Évidemment, chacune de ces différentes solutions présente des avantages et des inconvénients. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas Tondeur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, tu es manager du groupe d'agilisation et de gamification chez Next2. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors, le manager, c'est vraiment le titre officiel, même si je suis plus particulièrement un animateur, hein, dans ma manière de travailler, j'ai rarement eu, à prendre cette casquette de manager et le groupe d'agilisation et de gamification, autrement dit GAG, heu, est en fait un groupe de personnes au sein de Next2 dont l'objectif, c'est de se rencontrer régulièrement au fur et à mesure de l'année et de travailler autour des sujets, d'agilisation qui sont donc des sujets à création de valeur ajoutée, mais de manière un petit peu différente, et autour des sujets de gamification en lien avec cette agilisation ou juste de gamification d'aspects de la vie professionnelle. Dans notre gamification au sein du GAG se concentre sur les aspects de la vie professionnelle. Alors, est-ce que tu peux peut-être vite fait rappeler un peu ce que c'est l'agilité et le monde agile, en quoi ça consiste pour ceux qui connaissent pas? Bien sûr, bien sûr. Alors l'agilité, c'est une manière c'est une philosophie, une démarche, autour de la création de projets en informatique, mais pas que. On retrouve vraiment maintenant des mouvements agiles dans la production de produits, la suivi de projets, au niveau marketing et tout ça, qui va se concentrer à la fois sur la création de valeur, le plus vite possible, donc s'orienter vers les besoins des utilisateurs, et j'ai envie de dire le minimum, le minimum du produit qui va nous permettre de livrer cette valeur, et également, faire en sorte de maximiser l'apport de notre outil de production qui, la plupart du temps sur ces projets, est l'humain, et donc d'aider l'humain, l'individu à être au mieux dans sa manière de gérer les projets. C'est beaucoup plus instinctif ou facile, j'ai envie de dire, que des méthodes, un peu plus traditionnelles où, la part de l'humain était souvent absente. Et donc, ce que vous faites dans le GAG, dans le groupe d'agilisation et de gamification, c'est d'apporter du jeu dans l'animation des équipes agiles, ou est-ce que c'est d'amener du jeu dans les projets que vous développez? Alors c'est vraiment le jeu au sein du GAG, c'est dans la vie professionnelle. C'est d'amener du jeu dans l'animation de la vie agile ou dans l'animation de la vie en entreprise. Mais pour faire cela, il nous arrive souvent de créer nous-mêmes ou d'aller, utiliser du jeu sérieux. Alors, le jeu sérieux quand on l'utilise, bon voilà, c'est un but précis, mais comme on fait beaucoup de création, on va essayer aussi de le créer le jeu de manière ludique, la plupart du temps. Alors, avant d'amener du jeu dans la vie professionnelle, qu'est-ce que c'était pour toi le jeu? Est-ce que tu es un grand joueur? Je suis toujours, enfin un peu moins depuis que j'ai un enfant à la maison en bas âge, mais je suis un très grand joueur au niveau des jeux de société. Heu, Très, très jeune, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous accompagnaient sur nos parties de jeux de société. En vacances, c'était une occupation familiale, et j'ai pu aussi, depuis mon retour en France, j'ai vécu un certain nombre d'années en Angleterre, mais depuis mon retour en France, j'ai eu la chance de pouvoir participer dans des associations, sur des initiatives de création de liens social avec le jeu de société, ou même la création d'un grand festival, au niveau du jeu de société. J'ai pu participer aux premières éditions du festival Ludinor qui a lieu tous les ans, dans la région lilloise. Ouais, génial. Alors, comment s'est fait le lien en fait entre
le jeu, dans la sphère privée et puis, le jeu au niveau, professionnel? Bah, ça s'est pas fait tout de suite. En fait, les 1 années de ma vie professionnelle, bah, j'étais un novice. J'étais souvent dans des postures, d'exécutant et je même si, je me souviens maintenant, en y réfléchissant bien, avoir vécu certaines formations avec des aspects ludiques, voire même des serious games, je suis vraiment tombé dans le serious game, il me semble, en 2009. Lorsque j'ai eu la chance d'aller à un événement, une conférence, sur l'île qui s'appelait l'Agile Tour et j'ai participé à un atelier, un peu par hasard, un atelier autour du serious game avec la présentation sur 1 heure de 4 jeux sérieux et là je me suis dit: «Mais en fait, c'est un vrai outil, c'est une vraie opportunité» et vu le nombre de personnes qui sont là et qui ont l'air d'apprendre par rapport à cette session, heu, bah, c'est un peu dommage de ne pas lier ça à ce que je connais, dans ma sphère privée. Et très rapidement après ça, en fait, j'ai essayé heu, de travailler avec du serious game. Alors ça a pas été forcément facile, hein, parce que, bah, j'étais novice dans cet apprentissage et j'ai eu la possibilité de travailler un cursus de formation, autour justement des sujets agiles et ben, ma première réflexion ou mon premier réflexe, ça a été de me dire: «Et si j'intégrais, certains exemples, au moins, exemples joués, avant même d'essayer d'aller, dans le serious game un peu plus approfondi. Et donc là, dans cette conception de cursus de formation, l'idée c'était quoi? D'utiliser le jeu, parce que tu avais vu qu'éventuellement ça pouvait aider à apprendre? Ou est-ce que c'était plus, une manière de d'animer la formation? Ou est-ce que peut-être c'était un autre objectif derrière? Je ne sais pas. Ça a été un peu mixte. En fait, ça a été, déjà moi de prendre du plaisir à donner cette formation et de ne pas juste dérouler des slides. Ça a été aussi en effet d'essayer d'aller rendre l'apprentissage, plus vivant et quand je dis plus vivant, c'est, plus efficace, de manière à aider, les participants à faire une mise en pratique. Donc j'ai beaucoup utilisé le serious game sur ces premières sessions de formation comme une illustration soit des concepts que j'avais déjà évoqués, soit de concepts qui allaient arriver. Heu et heu et maintenant, j'avoue que sur les cursus de formation que j'ai la chance d'animer, en ce moment, on a même toute une phase de récapitulatif, à la fin où, on a une alors sur la formation que je donne le plus souvent, on a une demi-journée à la fin qui est entièrement ludique et qui permet aux participants de remettre vraiment en musique tout ce qu'ils ont vu sur les jours précédents. Alors justement, au fur et à mesure de tes animations, est-ce que tu vois d'autres avantages liés à l'utilisation du jeu dans un contexte sérieux? Donc tu disais de faire en sorte que ce soit un apprentissage plus vivant, que toi aussi tu prennes plus de plaisir dans l'animation, de l'atelier. Ouais, est-ce que tu vois d'autres, éléments, qui poussent à l'utilisation du jeu, en entreprise? Oui, bah, déjà, j'ai beaucoup plus d'expérience avec l'utilisation de ces outils, maintenant, et donc je les utilise dès que j'en vois l'opportunité et la première opportunité généralement, c'est juste une opportunité de bris de glace. On va utiliser ce qu'on appelle les icebreakers qui sont des outils ludiques, des jeux sérieux qui nous permettent d'aller aborder une réunion, une première rencontre avec une personne, le lancement de le lancement d'un projet ou le lancement d'un atelier de manière ludique pour, bah, nous rendre compte qu'en fait on peut interagir en dehors de cet aspect professionnel qui nous réunit ce jour-là. Ça nous permet aussi via à la fois ou ce bris de glace ou, l'utilisation d'un outil gamifié, de en quelque sorte abattre les filtres, abattre les murs qu'il peut y avoir entre les personnes, dans la mesure où, bah, on est tous au même niveau lorsqu'on se lance sur un jeu qu'on ne connaît pas. Surtout que j'essaie généralement d'avoir,
autour de la table des personnes qui n'ont jamais fait le jeu que je propose ou l'activité telle que je la propose et donc ils sont tous au même niveau de connaissance sur cet outil et très, très vite on voit on a la possibilité, alors ça se fait pas à chaque fois, mais on a la possibilité de voir s'effacer les liens hiérarchiques qui peut y avoir entre les différentes personnes qui participent à ces ateliers. Et quand on travaille sur ce genre sur des ateliers ou même sur des formations, c'est assez intéressant de diminuer les distances entre les personnes. Alors je disais en introduction qu'on peut utiliser le jeu de différentes manières. On peut utiliser des jeux du commerce, on peut détourner ces jeux-là, on peut aussi créer un jeu de toutes pièces. Selon toi, dans quel cas est-ce qu'on va se tourner vers un jeu du commerce, l'adapter ou en concevoir un de toutes pièces? Bah, ça va dépendre vraiment du sujet qu'on va vouloir aborder et ça va dépendre de notre connaissance, en fait, des différents outils. Soit en effet, on est dans l'urgence et on a déjà un outil qui existe, ou outil du commerce ou outil créé par quelqu'un d'autre, et qui colle parfaitement au sujet qu'on veut aborder. Donc on va utiliser cet outil-là. Soit on a un peu plus de temps et alors à ce moment-là, on va se poser et on va essayer d'aller regarder, justement quel est l'outil parmi les connaissances que qu'on a, quel est l'outil qui s'approche le plus de ça pour éventuellement, le prendre et le modifier. Donc c'est là où généralement, aller rechercher des jeux de société, du commerce, est assez intéressant parce que du fait, on a déjà tout le matériel et on peut l'adapter, c'est ce que j'appelle, dans une de mes conférences le hacker comme pour le pirater. On peut le hacker pour aller, le faire coller à notre sujet, soit carrément, créer si on a vraiment le temps et qu'en plus on ne trouve aucun outil pour suivre, notre sujet ou pour montrer notre sujet, créer quelque chose de toute pièce. Bien que la création de toute pièce, heu, ça peut parfois prendre énormément de temps et ça peut dépasser, nos limites, d'intervention. Alors dans le premier cas, donc lorsqu'on utilise un jeu du commerce, hem, c'est un jeu du coup c'est un jeu qui a été créé pour du divertissement. Comment est-ce qu'on fait pour amener, cet aspect, sérieux, sans forcément modifier du coup le jeu à la base? Bah, le principe, ça va être déjà de faire une très bonne introduction, en expliquant l'objectif de cette utilisation. Est-ce qu'on va juste essayer de briser la glace et donc de dire aux gens: «Voilà, je vous propose un outil qui sort un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire, en entreprise ou même en réunion de manière générale, mais qui va nous permettre d'apprendre à nous connaître, qui va nous permettre d'échanger sur d'autres sujets?» ou peut-être aussi simplement leur expliquer comment on est arrivé à utiliser cet outil, nous, dans notre expérience, en disant: «Bah, voyez, c'est peut-être un jeu de société, mais je trouve qu'il va parfaitement illustrer certains aspects que je voudrais vous montrer. Donc je vous propose de vous plier au fait que qu'on utilise le jeu. J'avoue que c'est assez rare de rencontrer des personnes qui, même, avec une introduction minimale, vont être réfractaires à cette utilisation. Ça arrive et à ce moment-là, c'est toute l'expérience de l'animateur ou du coach ou du formateur qui va faire que, ben, on peut éventuellement outrepasser cela. Mais après, on n'oblige jamais personne à jouer. En tout cas, moi, je n'oblige jamais personne à jouer et il m'est arrivé de devoir réadapter un atelier, parce qu'une personne n'était absolument pas heu, dans l'esprit, dans l'état d'esprit, d'utiliser un jeu de société. Alors dans le deuxième cas, comment est-ce que tu t'y prends pour, hacker ou adapter un jeu du commerce? Alors, j'ai pu, à force d'en utiliser, j'ai pu identifier à peu près 3 gros niveaux d'adaptation. Heu, le niveau le plus bas, c'est, vraiment faire dire au jeu ce qu'on souhaite. En fait, le principe, ça va être de faire jouer les personnes, au jeu de société avec les règles absolument, identiques, à celles, créées par l'inventeur du jeu. Et par contre derrière, d'aller
poser un débrief, d'aller poser une réflexion avec les joueurs autour de, est-ce que ce que vous avez vécu durant cette partie de jeu de société, vous ramène à quelque chose que vous vivez dans votre vie professionnelle? Ou est-ce que, tiens, ce sujet que vous cette chose que vous avez vécue, ça vous fait pas penser à quelque chose? Donc ça, c'est assez facile, j'ai envie de dire, dans la mesure où le travail, il est principalement d'identifier, en effet, qu'on peut aller sur un débrief de ce genre-là, et après au niveau adaptation, on n'a pas grand-chose à faire. Le second niveau, c'est de faire au jeu un petit peu ce qu'on veut. Donc là, on va utiliser toujours le matériel, la plupart du temps, on va utiliser le matériel fourni par le jeu de société. On va utiliser les règles, d'une manière ou d'une autre, on va surtout s'inspirer des règles, mais on va modifier celles-ci pour faire dire au jeu de société un petit peu ce qu'on veut. Souvent ce qui se passe, c'est que j'ai même des adaptations qui vont utiliser les 2 niveaux. Le premier niveau où je vais faire jouer les gens d'abord à la règle normale, et puis le deuxième une 2e partie où je vais aller modifier, la règle moi-même en disant: «Si vous modifiez la règle comme ça, vous allez refaire une partie, qu'est-ce que ça change?» Et là, reposer encore une fois un débrief, vraiment un débrief, bien adapté à ce que les personnes ont vécu, et pas uniquement, et surtout pas uniquement par rapport à ce que moi je pensais amener avec le jeu. Il faut vraiment toujours adapter le débrief à ce que les gens vivent. Et le dernier niveau, là pour le coup, c'est le jeu est juste une inspiration, j'ai envie de dire. Par exemple, un jeu qui nous plaît énormément où les cartes sont très jolies, on peut parfois juste utiliser les cartes et toute la symbolique, de dessin, tout l'imaginaire qu'il y a dans les cartes, et puis complètement réinventer les règles, complètement, réinventer le jeu, voire même ne plus du tout se baser sur le matériel présent, mais utiliser des mécaniques du jeu, ou presque toutes les mécaniques du jeu dans un autre monde, un autre modèle. Hem Et là, on fait vraiment ce qu'on veut avec le jeu, toujours pareil, en posant un vrai débrief, une vraie conclusion, qui amène les gens à se rendre compte qu'il y avait un intérêt à utiliser cet outil. Est-ce que tu aurais des exemples de jeux ou de jeux que tu utilises régulièrement, notamment dont tu as modifié les règles, ou dont tu t'inspires juste du matériel? Bien sûr. Alors, au niveau des jeux qui sont très peu, qui ont très peu besoin d'être modifiés pour montrer quelque chose, il y a notamment le jeu Flux, FLU2X, qui est un jeu assez sympathique parce qu'il amène lui-même du chaos dans la gestion du jeu. Il y a des règles très simples au départ, mais à chaque fois qu'on va jouer une carte, potentiellement, on va rajouter des règles, on va en enlever, on va rajouter des conditions de victoire, on va en enlever. On va aller piquer des éléments qui permettraient à quelqu'un d'aller vers une condition de victoire, et vraiment ce jeu-là, sans être modifié nullement, il nous permet bien d'illustrer les situations de chaos qui peuvent, être des situations qu'on rencontre dans la vie des équipes, dans la vie des projets, parce que, on a une personne qui change d'avis tout le temps, mais qui est pourtant le donneur d'ordre, parce que, les règles du jeu dans la manière de créer telle ou telle, partie de notre produit change, et ce jeu-là est vraiment intéressant. De la même manière, on utilise beaucoup, les story cubes, qui sont des cubes avec des icônes qu'on va lancer, qui vont nous permettre de lancer des discussions, heu, ou des jeux comme ça où la règle originelle du jeu est assez simple. Pour les jeux qu'on va modifier un petit peu plus en profondeur, il y en a un que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Escape, qui est un jeu que malheureusement on a du mal à trouver, sur le marché du neuf, et on le trouve plus facilement en occasion, qui est un jeu en fait où, au départ, la règle du jeu fait qu'on va chacun jouer pour soi. Heu et en allant proposer aux gens de ne pas jouer pour soi, et donc de ne pas essayer volontairement, d'embêter les autres, de ne pas essayer de prendre le dessus sur les autres, voir si la partie se déroule différemment, si au final on n'avance pas tous plus. Alors peut-être qu'il y aura pas de vainqueur à la fin, mais on aura tous plus avancé sur le plateau de jeu que si, chacun avait travaillé de son côté. Celui-là, il a vraiment fallu, faire un petit travail de modification, hein, de règles, pour proposer vraiment cette deuxième phase de: «Et si on le jouait en collaboratif
plutôt qu'en compétitif. Et puis après au niveau des jeux, pour lesquels on utilise juste le matériel, bah, typiquement il y a Dixit qui est vraiment un superbe jeu au niveau des illustrations, qui nous propose énormément de cartes et pour avec lequel, principalement moi j'utilise le photolangage. Je fais très, très rarement maintenant, en tout cas dans la vie professionnelle, j'utilise très, très rarement quelques règles que ce soit existantes pour Dixit. Alors le niveau suivant, c'est de créer son propre jeu et de l'éditer. C'est ce que tu as fait avec le jeu Stress, qui va bientôt sortir. Pourquoi est-ce que tu as souhaité te lancer dans l'édition d'un jeu? Alors, il y a déjà, si je peux me permettre, il y a une grosse différence entre l'édition et la création, en tout cas de mon point de vue, dans la mesure où dès le moment où je vais créer un jeu, moi je vais le déposer en Creative Commons. Donc c'est-à-dire qu'il sera accessible par tout le monde et que tout le monde pourra l'utiliser. Généralement, je choisis une licence qui essaie de prévenir que les gens en fassent commerce, mais ils pourront l'utiliser dans les aspects de leur vie professionnelle. Et l'édition pour moi, c'est vraiment le fait d'aller créer une version professionnelle d'un jeu, avec, un format carte qui va être acheté par les gens, ou un format carte, un format plateau qui va être acheté par les gens et qui vont pouvoir utiliser dans leur vie professionnelle. Donc déjà, la première chose, c'est, au niveau de la création, généralement, j'ai pu remarquer que quand j'ai créé quelque chose, ça a été, heu soit par besoin, soit par opportunité, soit par défi. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé quelque chose par besoin, bah, je suis tombé sur un besoin d'apporter une notion particulière et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé avec Stress. J'avais une demande d'un partenaire de venir animer un séminaire cadre, au sein de son entreprise et parmi les sujets qu'il souhaitait que j'aborde, ou que nous abordions, parce que je ne suis pas le seul créateur, je l'ai créé avec Mathieu Salikoff, parmi les sujets qu'il souhaitait que nous abordions, il y avait cette notion de stress. Or, ce qu'on a pu trouver en faisant des recherches sur internet, en prenant, les différents outils qu'on connaissait, les jeux de société qu'on connaissait, rien ne nous satisfaisait d'un point de vue présentation et donc on est parti dans cette création heu, qui a été vraiment, il faut qu'on parle du stress. On a jeté sur papier des idées, très rapidement, en fait, c'est ce qui a été rigolo, c'est qu'on a pris un parti pris de gérer le stress en termes de points et à partir de là, on a pu poser une mécanique autour du fait d'utiliser des points. On a posé une mécanique de jeu. Alors on avait la chance, lui et moi, d'être, des aficionados du jeu de société, donc cette mécanique, on l'a on l'a tiré des différentes expériences de jeux de société qu'on avait et on a posé les premières règles. Par contre, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites à notre jeu et donc on a fait en sorte de les utiliser, parfois comme des forces ou en tout cas de les communiquer. Après, pour ce qui est de l'édition, par rapport à la création, bah, l'édition, c'est la même chose. C'est le besoin, qui fait qu'on a édité. La toute première fois où j'ai édité Stress, c'est parce que, bah, dans la société dans laquelle j'étais à l'époque, on cherchait, un outil promotionnel et puis on s'est dit: «Tiens, et si on créait un goodies, en éditant Stress en format jeu de cartes et qu'on le distribuait sur les événements où on allait?» Ça a été la première version et là, bah, la version qui est en édition, collaborative, en financement collaboratif, prochainement. Le but, c'est de répondre plus à un besoin de la part de personnes qui connaissent le jeu et qui se disent: «Mais c'est un très bon outil». En tout cas, c'est ce qui nous remonte. C'est un très bon outil, mais j'ai besoin quand même, de faire professionnel lorsque j'interviens auprès de mes clients et donc j'ai besoin de quelque chose qui soit édité, qui soit quelque chose qui a l'air professionnel et bah, donc on va répondre à ce besoin en créant, le jeu de cartes avec le package qui va bien, avec les règles qui vont bien, et puis, tout le marketing autour qui peut y avoir, sur ce genre de création. Ouais, d'accord, donc tu es passé, au niveau édition qui va encore au-delà de la création. Qu'est-ce que ça t'a appris par rapport aux autres manières, d'utiliser le jeu en entreprise, que ce soit, le hacking ou,
juste d'utiliser un jeu de grand public. Euh, Qu'est-ce qui diffère par rapport à ces approches-là lorsqu'on veut se lancer dans l'édition? Heu, l'édition, on doit aussi la travailler pas uniquement pour une utilisation personnelle parce qu'on on va pas, on peut pas se permettre d'avoir des zones de flou, en fait, quand on édite un outil. L'outil doit déjà être très très élaboré au départ, et on doit faire en sorte de fournir un maximum d'informations aux personnes qui vont l'utiliser. Il doit être utilisable, juste en le sortant de la boîte. Que lorsqu'on fait quelque chose pour soi ou lorsqu'on fait une création, une adaptation, même si on la dépose sur un site pour la rendre visible par les autres, même si s'il y a un peu d'imperfection, c'est un outil gratuit, donc c'est un peu moins grave. Si c'est un outil que tu as créé toi et qu'il y a un peu d'imperfection dans les explications que tu donnes, dans les pistes que tu proposes au niveau du débrief, beh, tu peux te reposer sur ton expérience durant l'animation pour, aller faire en sorte que l'expérience soit optimale. Là, je ne serai pas présent lors de l'ouverture de la boîte de chacun des acheteurs, je ne serai pas présent lors des animations, donc il faut impérativement que cet outil heu soit correctement packagé avec les informations, nécessaires, les éléments de débrief. Bon, il faut savoir que, mine de rien maintenant au niveau de l'outil stress par exemple, j'ai dû animer plus de 80 parties. Donc j'ai un recul suffisant aussi pour pouvoir me lancer dans une version qui semble aboutie en tout cas. Que d'autres créations, que j'ai fait moi-même ou auxquelles j'ai participé, heu, j'ai pas eu à les utiliser autant ou n'ont pas eu autant de succès, au niveau des conférences et tout ça, et donc je me sens un petit peu moins serein quant au fait que, j'ai exploré tous les coins et les recoins de cette animation. Alors, tu as pas mal insisté, notamment au niveau du hacking, sur la partie débrief, et j'ai entendu qu'il y avait des éléments qui étaient donnés sur le débriefing à donner dans le jeu Stress. Donc ça fait partie, c'est dans la règle du jeu, c'est la personne qui va animer le jeu, qui va jouer au jeu, va pouvoir conduire un débrief derrière. On va pouvoir l'aider grâce à des pistes. Oui, oui, mon but, c'est qu'à chaque fois, quelle que soit la création qu'on fait, que ce soit en édition ou en adaptation d'un jeu, ou même en création en Creative Commons pur, c'est qu'il y ait vraiment tous les éléments pour que le jeu soit au maximum autoporteur. Le débrief est très, très important, d'avoir des éléments de débrief. En tout cas, de permettre à l'animateur de savoir ce qu'il faut, observer durant la partie, éventuellement les chemins sur lesquels il pourrait, emmener les participants. Par contre, encore une fois, j'essaie d'insister, hem, dans tous mes écrits, hein, autour de ces éléments de débrief, sur le fait que c'est vraiment la partie qui compte et c'est ce qu'ont vécu les personnes qui est vraiment important. Donc il faut à la fois accompagner la sortie du jeu en disant et pas dire, «Bon, vous venez de passer 2 heures à faire ça, c'est bon maintenant vous savez compter». C'est un petit peu abrupt. Donc faire en sorte que les gens réalisent eux-mêmes, se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont appris des choses, et puis parfois, j'ai même des personnes qui sont allées sur, des groupes pardon de personnes qui sont allées sur des chemins lors du débrief qui n'étaient absolument pas les chemins que j'avais envisagés, heu et je préfère les emmener, les accompagner sur les chemins que eux se tracent dans leur réflexion, plutôt que de les ramener sur mon chemin, bien balisé. Parce que moi je considère que c'est comme ça qu'ils apprendront le plus, et peut-être qu'il faudra que je refasse une autre session d'un autre outil avec eux plus tard pour éventuellement, qu'ils arrivent à la conclusion, auquel j'aurais voulu les amener. Mais au moins, ils auront tiré quelque chose de l'expérience et ça sera leur conclusion et pas la mienne que j'amène comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors, est-ce que tu veux prendre un petit peu de temps pour nous présenter Stress et puis nous dire un peu dans quel contexte il s'utilise? On peut, oui, alors tout à fait. Stress, c'est un jeu de cartes qui amène les équipes à se poser beaucoup de questions sur leur manière de gérer le stress,
en tout cas au moins la charge de travail, leur charge de travail, mais le jeu lui en lui-même n'amène aucune réponse. On va avoir les personnes qui ont, chacune un rôle à jouer dans la gestion d'un projet. On est vraiment parti, dans l'univers de la gestion de projet et ce rôle va leur amener un certain nombre de limitations quant aux choses qu'ils peuvent faire, durant la partie. Par exemple, hein, un employé junior, ne peut pas donner de tâches à son manager ou à son coordinateur, heu et également, les en fonction des rôles, ils vont être capables d'endosser, un certain nombre de points de stress. Donc comme je le dis, notre parti pris, c'est vraiment de dire: pour le jeu, le stress est intimement lié à la charge de travail et donc le but, ça va être que les gens n'aient jamais devant eux de cartes qui amènent à un score de stress supérieur à ce qu'ils peuvent encaisser. Si, à la fin de son tour, un joueur est au-dessus du score de stress qu'il est capable d'encaisser, à ce moment-là, toute la partie est perdue. Tout le monde a perdu autour de la table, heu et donc, bah, la partie va se dérouler tout simplement avec des cartes à piocher, des cartes à jouer. Donc je vais à chaque tour, je vais piocher une carte, je vais choisir dans ma main, la carte que je vais jouer et cette carte peut avoir une influence sur mon stress à moi, sur le stress d'un autre individu ou sur le stress de tout le monde, que ce soit une influence positive ou négative. Et puis, bah, comme le sous-titre du jeu l'indique, épuisez vos cartes sans épuiser votre équipe. On essaye de terminer entièrement le jeu, donc d'avoir joué toutes les cartes sans qu'à aucun moment quelqu'un ait été au-dessus de son score maximal de stress. C'est pas forcément facile à gagner, c'est un jeu qu'on a essayé d'équilibrer pour faire en sorte, qu'il y ait, quand même une bonne un bon risque de perdre au moins la première partie, parce que généralement une animation de stress va se faire au moins en 2 parties, sur, mon expérience, on est à peu près à 40 de parties, perdues, au niveau du premier jeu. OK, chouette. Et du coup, il sera disponible sur, une plateforme de financement participatif, c'est ça? Tout à fait, dans les jours qui arrivent, si ce n'est qu'il est déjà ouvert à l'heure de la diffusion de ce podcast. Génial. Alors à côté de Stress, est-ce que tu as d'autres projets ou futurs projets liés au jeu? Oui, oui, bah, déjà, personnellement, j'ai toujours énormément de projets en tête, ne serait-ce que pour pouvoir renouveler ma manière de faire mon métier, d'accompagnement des équipes, des personnes et des organisations. Puis en plus, le gag, on doit se nourrir aussi de nouveautés. Donc parmi les choses qui arrivent, on a un certain nombre d'outils autour de la gestion des entretiens individuels, que ce soit les entretiens annuels ou les entretiens d'embauche. Et sur le sujet du fonctionnement en équipe, j'ai, heu, j'ai en prévision le travail autour d'un petit jeu, d'un petit jeu qui s'appelle enfin, petit jeu, c'est un gros jeu de société qui s'appelle Robo Rally et j'espère pouvoir l'utiliser ou au moins m'en inspirer pour créer une activité autour du fonctionnement en équipe et bah, mine de rien, la période actuelle, hein, qui est pas finie autour du covid, va nous amener à nous réinventer et notamment, je pense à réinventer le serious game en mode remote, et ou pourquoi pas aussi, c'est un de mes dadas, en mode éco-responsable et donc très prochainement, nous devrions, avec le GAG, pouvoir proposer des serious games en ligne, mais vraiment repensés pour l'aspect remote et pas uniquement pour l'aspect digital qu'apporte le portage d'un serious game, sur une plateforme en ligne. D'accord, bah, on va suivre ça avec, attention. Du coup, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Un tout dernier sujet, c'est que, moi je me suis énormément nourri
de la communauté au niveau du serious gaming. Je suis allé énormément, voir ce qui se faisait, participer à des événements et tout ça, et je sais que dans toutes les grandes villes, il existe, des plateformes de rencontres, de manière à apprendre, à découvrir des serious games. Il y a des conférences qui permettent de faire ça, il y a des meet-up qui permettent de faire ça. Heu, si j'ai un conseil, c'est vraiment utiliser cette ressource à la fois, pour, heu, pour aller vous nourrir, pour, rencontrer, des joueurs, pour présenter éventuellement vos créations et pouvoir les étrenner auprès de personnes qui sont la plupart du temps très bienveillantes. Et puis après, mine de rien, c'est aussi un bel endroit pour, commencer à faire parler d'un outil, auquel on croit particulièrement, par exemple. Et c'est grâce à ça notamment que je me suis lancé dans l'édition, parce qu'on m'a remonté le fait que l'outil était intéressant et qu'il y avait besoin d'une version professionnelle. D'accord, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!